Yo les Schwab Boys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va payer, on va se manger les conséquences des mauvaises décisions du passé. La mauvaise décision du passé, ça a été que j'ai choisi de monter une soupape que mon rectifieur SRM m'a clairement dit explicitement qu'il ne la monterait pas. Ouais. Voilà, c'est ma soupape qui est voilée. Ouais. Ma soupape, elle est crevée. Ouais. Non, elle est pas crevée. Tu me la rattrapes, j'en bats les couilles. Ah, on peut faire route, on peut forcer. C'est toi qui vois. Allez, j'en prends la responsabilité. Ouais, Seul toi seras responsable de cette décision. Elle va tomber gentiment dans ta chambre de combustion. Elle fera du manège. Je me suis voilé la face autant que ma soupape était voilée, plutôt qu'attendre 2 mois que la soupape revienne du Japon, une neuve, etc. Je peux pas me permettre de sortir une vidéo 4 mois plus tard parce que j'ai un loyer à payer. Donc j'ai pris une décision de youtubeur qui n'était pas la bonne décision à prendre. Sans surprise, au banc, cette soupape, elle a merdé, le moteur s'est coupé net. Oh putain! Attends, mais il y a un trou là, c'est pas possible. Ça démarre plus. Donc il faut qu'on tombe le moteur et qu'on répare tous les petits soucis, dont cette soupape. 2 possibilités s'offraient à moi. Soit je répare et on roule avec la voiture, on en profite comme si ne rien n'était. Ou alors, tant qu'à faire, on refait tout proprement, on forge complètement, etc. On réinjecte énormément d'argent qu'on n'a pas forcément. Délai de malade et la voiture qui reste sur chandelle jusqu'à l'année prochaine. Projet qui dégoûte. Donc j'ai écouté tous vos commentaires, tous vos avis sur la question et la balance a penché vers la réparation et le roulage. Voilà. Certains vont peut-être dire que c'était pas la bonne décision, mais regardez cette vidéo et vous verrez que c'était la meilleure décision à faire. Allez, on est des hommes, on garde la face, on pleure pas et on sort tout. Dans tous les cas, j'allais sortir la mécanique pour changer mon convertisseur de couple et faire la modification que je voulais faire. Il y a des chances que je me rate, c'est totalement expérimental et si je me rate, je fracasse le vilo, les paliers et tout ça. Donc vaut mieux que je fasse de la merde sur la V1 du moteur parce que comme ça sera réparable et rattrapable dans la V2 plutôt que faire une V2 moteur avec énormément de pièces tuning renforcées, piston malais, mes couilles pour ensuite me rendre compte que ma modif fait plus la merde. On répare ce qui est à réparer, on change de convertisseur, on fait des modifs et c'est reparti. Accrochez-vous pour le plus gros démontage dubstep de l'histoire de cette chaîne YouTube. C'est parti.
Allez. C'est ton petit cadeau, ça. Putain. C'est ton cadeau de swap. C'est sympa ces chinois quand même. T'as vu, t'as le sticker métallique Racing. 2, 3, 4, 5. Nice. Là, c'est Vas-y, prends les alaisages vite fait. Putain, t'as le graissage et tout, trop bien. là, on a combien? 53. Ouais, c'est ça. Parfait. Putain, elles sont bonnes. Elles sont épaisses, ça, c'est... Ouais, ça va un peu... Du coup, c'est de la RP 2000 dessus. Ouais. Bon, je pense, hein, si tu demandes pas les L19. Ouais. Tout est dehors, ça m'a pris 3h30 pour le démontage de tout ce qu'il y a à démonter et ça m'a pris genre 4 heures pour sortir le moteur avec Daddy parce qu'en fait on l'a sorti par le haut, on était censé sortir par le bas, tu sais, tu lèves la voiture avec le pont et le moteur il reste en bas posé sur une table, easy peasy, sauf que ça implique de vider les circuits de frein. Et bah, vu que c'est du Ford, les freins, ils sont quasiment impurgeables. Donc c'était vraiment un enfer. On a réussi une fois à les purger, mais sur un malentendu en fait. Donc si j'ouvre ces circuits de frein, j'ai peur de ne plus jamais réussir à les purger en fait. Malheureusement, en le sortant par l'arrière, vu qu'il est monté au chausse-pied, j'ai défoncé les raccords ici. Donc ça a découpé et ressoudé. Ici, je l'ai défoncé. Il y a eu un petit peu de casse. Ce qui me redonne le moral, c'est toujours de faire de la méca avec des potes. Et aujourd'hui, ce samedi-là, il y a Loïc, mon pote de chez Petite Sportive, qui vient chez moi et on va se démonter ça à deux. Ça va être cool, ça va être ludique. Ça va être peut-être garni de mauvaises nouvelles. Mais en tout cas, j'ai constaté de l'huile dans le collecteur d'admission. Il y a toujours cette histoire de soupape qu'il faut trouver la cause et surtout comprendre pourquoi il y a des piscines d'huile dans mes conduits d'admission. Tu vois là le cylindre 2, si j'y mets le doigt sur la soupape qui est encore fermée, il y a une piscine d'huile dedans. Et bah, est-ce que l'huile est causée à cause du fait qu'elle s'est fait taper de travers ou je sais pas quoi et que le guide, enfin le joint a fait de la merde? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a peut-être une combinaison, un peu le turbo qui crache, un peu les soupapes qui dégueulent, un peu mes segments, j'en sais rien. Donc on va ouvrir. Le vrai Lolo. Complète GT2i. Oui, je suis un professionnel. Je m'attendais à ce que tu prennes ton THP pour me narguer, ton THP. Non, c'est pas en panne, mais soit ça fait un cardan, soit il y a un pneu déformé. Ouais, mais le moteur va bien. C'est vrai que c'est pas encore cassé. C'est quoi cette merde là? Ah putain! Ah putain, oui, ah putain! Oh frérot! C'est aberrant frérot! Retour nativité. Ah ouais mec, il y a une petite... Waouh! Oupsie! Bon, est-ce que ça monte? Mec, ça a l'air d'être la même chose. Ça va fitter, hein. Je l'ai déjà dit, mais en gros, à 600 tours, le convertisseur est en prise totale directe. Alors que mon moteur, son ralenti est à plus de 1000 tours. Donc à partir de ce moment, ça veut dire que même au ralenti, ta boîte, elle est en prise. Ça le fait forcer, c'est pas bon, il n'y a pas de pression d'huile, c'est une catastrophe. Donc il faut absolument que je trouve une solution. J'ai dégoté ce convertisseur de BMW 2 litres essence. Donc là, j'ose espérer qu'on va réussir à le modifier parce que tu te doutes bien que sûrement que l'épaisseur n'est pas la même. La plaque ici, la fixation, le tour de boîte n'est pas le bon. Il n'y a rien qui est pareil sauf la structure interne. Donc, eh ben, on va essayer de marabouter ça. Là, vous allez me demander où est-ce que tu as trouvé ce convertisseur de couple. Bah, sans surprise, comme d'habitude, sur Ovoco. Ovoco, c'est un peu comme chez moi, mais en beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus organisé. C'est mon meilleur outil dans mes projets puisque c'est un assortiment de plus de 7000 casses automobiles partout en Europe et ils ont genre 40 millions de pièces, toutes vendues au détail. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin d'aller te balader dans des casses, négocier avec des gars pendant des heures pour qu'ils te fassent le même prix que le neuf.
Là, sur Ovoco, si le prix d'un vendeur te convient pas, eh ben, t'en as 15 autres. Donc, tu prends là où ça t'arrange. Pas de prise de tête, l'embarras du choix et ce que tu vois sur les photos, bah, c'est ce que tu reçois chez toi. Ce qui est vachement utile, c'est qu'ils ont même des pièces pour des véhicules rares. Par exemple, Daddy prépare une V70R. Bonne chance pour trouver de la pièce d'origine pour ce véhicule. Et bah, sur Ovoco, il y en a. Et à des prix relativement bas si tu cherches bien. Bien sûr, il s'agit de pièces d'occasion. Donc on a une protection de l'acheteur pendant 14 jours. Si la pièce monte pas ou ne fonctionne pas, 14 jours pour la renvoyer à leurs frais en cliquant sur retour. Le livreur passe devant chez toi, la récupère et repart avec à leurs frais. Si ça vous intéresse, vous avez moins 15% avec mon code Eldorado sur les frais de port. Lien en description, on passe à la suite. Loïc m'a dit que j'étais youtubeur et qu'il fallait que j'en parle. Et qu'il fallait que je dise qu'il est sur le moteur. Tu vas en honnête ou pas? Oui. Bah fais voir ta vis dégueulasse là. Fais voir ta vis dégueulasse à la communauté. Regardez la vis dégueulasse à la communauté. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais, Tu vas c'est attaquer bon. ou pas? Oui, on désenculasse. On des enculades Jean-Michel. Ça m'a toujours impressionné les japonais là, avec leurs gros joints et leurs cache-culbus comme ça. Et qui fuit. Et Parce qui que fuient tout le temps. le joint il est gros et tout, tu te dis que c'est bien et en fait faut rajouter de la pâte à joint pour que ça fuit pas. En plus il y a 3 vis qui se courent après. Alors là tu vois c'est marrant parce que il y a genre quoi 3 semaines, un mois, j'avais dit en vidéo le jour où je vais devoir enlever cette poulie de merde montée serrée, je vais chier du sang. Et bah nous y revoilà. C'est vrai que même moi tu me l'as dit. Oui. Donc bah là il va falloir fabriquer un extracteur fait maison parce que l'extracteur vendu par ATI il coûte genre $250. Vous connaissez tous l'article 1 fondamental de la charte du rat, tu fabriqueras des outils toi-même. Comme toujours, petit colis de chez Bricovis qui va nous servir à fabriquer un extracteur fait maison. Parce que tu vois, la poulie d'ampère, comme je l'ai dit, d'un côté c'est du japonais pas fin, de l'autre côté c'est du américain en 5/16e NPT je sais pas quoi. On va faire quelque chose comme ça, d'un côté le pas fin qui va aller dans le vilo du K24 et de l'autre côté on va faire une grosse vis industrielle bien costaud en métrique. Et donc on va fabriquer une plaque comme ça qui va se fixer sur la poulie d'ampère avec les vis américaines et en desserrant cet écrou ça va tirer et arracher la poulie d'ampère. Lorsque je vais desserrer l'écrou, ça va tirer sur cette grosse plaque qui sera fixée à la poulie d'ampère et normalement ça va l'extraire. Mais il y a une vraie utilité à mettre ça en vrai. J'en ai aucune idée. la bête. Ouais. Parce que je veux pas qu'elle tombe. Waouh! Oh! Extracteur très efficace, on a réussi à sortir la poulie d'ampère ATI, Racing, américaine, tout ça, waouh, incroyable, meilleur matériel du monde. Plot twist, regarde ce qui s'est passé. Tu vois, la poulie d'origine, il y a un creux là, qui est prévu pour la lèvre du joint spi. Et là, bah, ils ont oublié un usinage en fait, hein. Ça m'a complètement limé le cache distribution. Là ici, tu vois, ça me l'a, bah en fait, ça a fait de la soudure par friction et je l'avais pas remarqué parce que le moteur il tournait comme ça en fait. T'as vu le vieux bruit dégueulasse? Ça va pas du tout. Elle fait oui. Dès qu'il y a quelque chose qui cuine, Daddy a la solution. C'est le vacuum. Amenez-moi vos sœurs. Amenez-moi vos sœurs. Tu payes des centaines d'euros des pièces Racing aftermarket de merde et à chaque fois que tu t'éloignes d'une pièce d'origine, c'est de la merde. Les mecs ils sortent des putains de produits mais qui sont pas aboutis en fait, ça m'énerve. Oh là là, tu me fais patiner au vide là. Fais les deux le coup là. Tu me fais trop chier là. Putain, il fait exprès, c'est sorti. Je sais qu'il fait exprès. Suceur. Oh gros, tu te fais chier à faire ça alors que t'as pas mis de soupape neuve. Putain mais j'ai l'impression que la soupape elle est même pas pétée. C'est juste les 2001 qui ont sauté. Ouais. Ça les a expédiés. Oh non, Merde, ah bah oui. Attends. Ça va pas bouger.
Je vais pas vous mentir, je m'attendais à des potentiels dingueries là, tu sais, vu que tout est fait custom maison et tout. Mais rien n'a bougé. Je m'attendais à, je sais pas, peut-être une pâte qui pète, un truc qui expliquerait un peu la chute de la pression d'huile. Mais franchement, il y a, tu sais, genre cette vis là qui, si elle se dessert, il y a une fuite d'huile. Mec, il y a aucun signe de problème en fait. Tu sais qu'il y a des gens, ils font des moins beaux échappements que ton tube de... Ah bon? Et ils vendent ça. C'est honteux. C'est honteux. Ouais, non, le truc, il a pas fissuré nulle part. Ouais, ça explique pas mes problèmes de pression. Alors, la pompe, le fait qu'elle soit d'occasion. Là, je vais recontrôler l'alésage, l'ovalisation de mes cylindres. En gros, pour faire le 0, tu vois, je prends la cote d'origine qui est de 87, je la mets au micromètre. Micromètre tombé du camion, bien sûr, c'est ceux qui mesurent le mieux. Et là, tu vois, tu prends le point haut. Tu prends le point haut et tu fais le 0, tu vois. Là, le 0 est sur mon point haut, ça veut dire que je suis à 87 pile poil, ok? Ensuite, on va contrôler les fûts. Donc là, globalement, pas censé y avoir d'ovalisation dans ce sens, tu vois, tu le fais branler. Tu le fais branler et tu te mets au point haut. Donc là, on est à 87 en fait. Hein. Bon, ça dépend de l'angle où tu regardes, mais en gros, tu vois l'aiguille? Ouais, il la voit bien. Voilà, je suis à La tête pile à 87. Voilà, donc là, on n'a pas d'usure. Ensuite, on mesure les diagonales de haut en bas. On n'a pas grand-chose. Et si on se met au point haut, tu vois, là où tu es censé avoir le plus d'ovalisation, là, on a 2 centièmes à tout péter, tu sais. Il n'y a rien. C'est rien, 2 centièmes, on s'en bat les couilles. J'ai monté des Zetec à 5. Hein. Ah, il est si mort que ça, le Zetec? Bah, c'est 5, en vrai, c'est dans les tolérances constructeurs. Ouais, je sais pas ce qu'il donne. La donne. plupart des constructeurs, c'est genre 5 centièmes. C'est ok, quoi. C'est ok. T'es pas censé cramer d'huile pour 2 centièmes comme ça. Donc, ouais, en gros, je contrôle histoire que ce soit ancré dans le marbre, tu vois. Mais mon bloc est neuf. Enfin, neuf de 350 000 km. En vrai, il n'y a rien. Honda, c'est fiable. Donc voilà, en gros, j'ai 2 centièmes par rapport à la cote constructeur d'origine. C'est 0. De toute façon, t'avais pas de blow-by, donc ça peut pas non plus. J'avais pas de blow-by, ça pistons. dégazait rien. Rien du tout. Mais ça crame de l'huile, ça bouffe de l'huile. Par en haut. Mais trucs de soupape, là, les queues de soupape, les vaginettes, là, comment ça s'appelle? Les joints de queue de soupape. Voilà, exactement. Les vaginettes, elles sont neuves aussi. Il n'y a pas de raison que ça s'use de l'huile. Donc ouais, en fait, là, ça me casse les couilles, parce que mon bloc, il a rien. Il a rien. Tu veux y faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? J'aurais bien aimé, sincèrement, trouver des dingueries, tu vois. Trouver des trucs. Parce que là, j'aurais dit, bon, bah c'est ça, ok. Même pour la pompe à huile, là, on peut peut-être faire voir. Ouais, grave, la pompe à huile. Parce qu'on a vu qu'elle était vraiment... Ouais, nickel, elle a rien. Il n'y a pas d'usure, le truc, il rase pile poil, là, tu vois, il n'y a pas de jeu. Ouais. La pompe est neuve. Je m'attendais peut-être à trouver une dinguerie sur la pièce Racing, tu vois. Cette pièce, elle sert à passer la crépine sur le côté au lieu qu'elle sorte au milieu du moteur, à cause de mon berceau. Et je m'attendais à ce qu'ici, elle soit limée, tu vois. Par exemple, si c'est une pièce Racing de merde, mal ajustée, peut-être que ça aurait limé ça, tu vois. Et la pression s'échapperait. Mec, il n'y a rien, c'est neuf, voilà. L'usinage, comme quoi K-Power, ça n'a pas l'air d'être de la merde. Faut le dire quand c'est bien aussi. Ouais, c'est pas du Ali, quoi. Non, il n'y a rien. Donc, pourquoi il y a de l'huile dedans? Pourquoi j'ai une perte de pression d'huile? Alors, j'ai pas tombé mes coussinets. Mais pareil, ils ont rien. Il n'y a pas un pet de limaille. Il n'y a rien, en fait. Ouais. Je cherche midi à 14h. Je vais le remonter comme ça. Ça ira très bien. Il roule. RV de 11. 1 bar 2. 500 plus. 500 plus. Ouais. Bah, 490 avec un RV de 10. Là, je vais mettre un RV de 11. Parce que
Parce que le décomprimé, c'est pour les faibles. C'est pour ceux qui veulent de la fiabilité au vide. C'est ça. Je monte ça sur la fraiseuse, je rabote 2 mm et ça touchera plus. C'est pas grave. Mais là, ça veut dire que le moteur a tourné comme ça. Il va falloir que je contrôle mes thrust washers. Il va falloir que, tu sais, les paliers latéraux. Parce que si le truc a usiné comme ça H24, ça veut dire que mon vilo, ça a usiné aussi potentiellement mon palier latéral et usé peut-être mon vilo. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de tomber le vilo parce que en soi, il n'y a pas une seule particule de limaille dans l'huile. Ça veut dire que mes paliers doivent être relativement en bon état. Même si j'ai des chutes de pression d'huile, c'est lorsque le VTEC s'active. Donc je soupçonne que le problème se trouve dans la culasse. Dans tous les cas, je suis un connard. Normalement, il faudrait que je fasse un rebuild complet et tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te dis où est-ce que ça s'arrête. Par contre, il y a juste un truc que je voudrais check, c'est le jeu latéral, comme j'ai dit, à cause de cette putain de poly ATI. Là, je vais faire zouker le vilo de gauche à droite avec un comparateur. Putain, coup de bol, hein. Franchement, coup de bol. Là, j'ai rien, j'ai genre 0,12. Énorme coup de bol sur le palier latéral. Les tolérances sont genre entre 0,10 et 0,50, sachant que je l'ai monté à 0,10. Donc, il a juste perdu à peu près 2 centièmes. Ok, bon, bah écoute, on passe à la suite. Alors, j'ai mis côte à côte mon convertisseur de gros diesel N57 et le essence 2 litres de 8 HP 45 que j'ai trouvé sur Ovoco. Donc, il y en a des tonnes des convertisseurs, hein. Donc, j'en ai pris un et je prie tout simplement qu'il soit mieux, tu vois. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui de mazout et on va le dérifter pour prendre sa plaque et la swapper ici. Donc, c'est parti. J'ai tout tapé en place les rivets, tu vois, je les ai laissés pour qu'ils fassent un montage serrant pour le centrage. L'avantage, c'est que cette flange-là, cette plaque, monte parfaitement montée serrée d'un convertisseur sur l'autre. Donc là, déjà, ça veut dire que les tolérances de fabrication des pièces sont déjà très très bonnes. Ça me rassure un peu niveau d'équilibrage. Parce que bah tu vois, le problème c'est que je mets une pièce qui n'est pas prise en compte dans l'équilibrage de l'ancien convertisseur. Mais bon, ça monte serré et c'est pas cette plaque qui va changer grand chose au niveau de mon équilibrage à mon avis. Donc là, on va dégainer le TIG et lorsque je vais souder avec la baguette, je vais mesurer exactement combien j'ai utilisé pour faire le premier rivet, pour utiliser exactement la même quantité de matière pour chaque rivet. Je sais pas si vous me suivez, comme ça on rajoute pas plus ou moins de la matière de façon non équilibrée, tu vois. 6,5 mm de métal d'apport dans chaque trou. Yeah boy! Une fois de plus, Charlotte au boulot avec des pièces qui sont beaucoup trop grosses pour elle parce que l'autre fraiseuse derrière là que j'ai récupérée, elle est morte pendant l'hiver. Il y a toutes les contacteurs, ils sont morts à cause du fait que moins 5 degrés et 95% d'humidité, elle a pas aimé. Donc on se retrouve sur Charlotte, j'ai fait un petit montage comme ça pour brider le truc parfaitement à plat, tu vois. Mais en gros, je dois enlever 6 mm là dans le cône et j'espère que ça marchera. Bon, j'ai raboté la lèvre du cache distribution là pour pouvoir remettre la poulie ATI damper. Il y a 2 raisons pour lesquelles je vais la remettre. La première, c'est que je l'ai payé 320 € et quand je paye un truc 320 €, je l'utilise jusqu'à la mort. Et la deuxième raison, c'est que tous mes copains préparateurs et tout, ils me disent de la mettre. Donc écoute, si tous mes copains ils sont d'accord pour que je la mette, je la mets. J'ai acheté ici une pompe à huile OEM officielle de chez Honda. Donc je le vis super mal parce qu'elle m'a coûté 340 €. Ma pompe à huile, elle est en super bon état, il y a absolument aucune raison qu'elle ait un problème. Il y a juste un pignon dedans avec un ressort, une soupape, c'est tout, c'est bidon as fuck. Je vais arrêter de me poser des questions. Je vais faire comme les gens dans le drift et dans les courses, ils montent des pompes à huile neuves et ça résout tous leurs problèmes. Donc j'espère que c'est ça. Pour qu'elle monte la pompe de K20, il faut la charcuter un petit peu.
Il est temps de répondre à la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'attendais à une soupape pétée, au final elle est même pas pétée, elle est juste un peu tordue et ça a rien causé comme dommage, elle est pas tombée dedans, voilà, j'ai eu quand même de la chance. La morale de l'histoire, de ce qui s'est passé là, c'est quand on donne des leçons sur internet, ça serait bien d'écouter ses propres leçons. Tu vois, je dis dans beaucoup de vidéos, dans la mécanique, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il y avait une soupape chez l'usineur qui tournait pas droit. Voilà. Et ça se voit, comme par hasard, et c'est celle-là. Tu vois, d'un côté, on a enlevé beaucoup moins que de l'autre côté. Bouffe-la jusqu'à ce qu'elle soit plate. Je peux rien savoir. Tu pourras te raser après avec. Ah ouais, tu veux le tenter? C'est pas du travail propre comme tu as l'habitude, mais bon. Non, non vraiment pas, non. Moi, je les changerai. Sur le tutu, j'ai rien vu. On rigole moins maintenant, hein. Mais du coup, il me faut une soupape de rechange, mais heureusement, ça tombe super bien. J'ai un copain Honda Boy, Nicolas, qui vient juste de changer sa culasse et on va aller lui la racheter. Et Honda Boy. Tu vas bien? Bonjour monsieur Honda Boy. Écoute, voilà ton magnifique culasse. Mon petit cadeau. Histoire de réparer ma soupape. Belle salade que tu nous as fait. Pas fait de salade. Ça a presque failli, hein. Ça a failli, mais pas fait de salade. Tiens ma boy. Nickel, j'aime bien. Mais gusta. Nous voilà de retour à la maison. Un grand merci au Honda Boy Nicolas pour m'avoir vendu vraiment pas cher cette culasse d'occasion. Donc c'est une culasse qui a bien vécu, hein. Il y a un goujon qui a foiré dedans, qui est resté mort dedans. Il y a une bougie qui a foiré et qui a, du coup, le filetage, il doit être mort. Le moteur a fait un gros joint de culasse, donc les cylindres communiquent entre eux. Bref, une culasse d'occasion à reprendre, mais mine de rien, c'est réparable. Et si jamais je fonds mon moteur à cause de mes 11 de compression avec un bar de boost, et voilà, j'aurai une culasse en rab. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager une soupape d'admission et tout ce qu'il faut et on va le monter sur mon moteur. C'est une culasse de Scania V8. C'est un V13, je crois, non? Oui. Ma boy! Tu l'as sorti du coup la soupape? Ouais, j'ai sorti. Et tu l'as ramené avec? Ouais. Ah, j'ai ramené, t'inquiète. C'est la soupape qui était chibrée. Elle était furafique farc. Ouais, je dirais rien. Je ne dirai rien, je ne m'exprimerai pas. Ok, bro? Tu vois bien là, non? C'est nickel. Parfait. La vision est optimale. Je le fais, le jeu de mots, ou je le fais pas? C'est pas monétisable. Voilà, je fais. Non. Bon, elle tourne droit celle-là? À peu près. Ouais. Shiny Boy. Quoi? Ça suce? On est sur parfait ou presque. C'est difficile de faire mieux. Les rectifs étaient pas trop mauvaises. Oui. Montre-moi la technique des professionnels. Oula. Tu sauteras pas, hein. Toi, tu restes là, tu te bouges pas. Voilà, monsieur. La culasse est absolument neuve. On a fait du mieux qu'on pouvait. Là, on met notre meilleur emballage. Allez chez SRM, c'est vraiment du travail de qualité. Très très professionnel, regardez. Tac. Best quality ever. Et livraison incluse. Culasse de retour et réparée. Je précise quand même pour Maxence, on est bien d'accord, c'est un professionnel. Donc si vous lui emmenez une culasse, soit il vous fait un job de A à Z, il vous la remet à neuf, il vous rectifie tout, soit il va vous envoyer chier. Hein. Donc voilà, je précise pour pas que vous l'emmerdiez pour rien. Mais en tout cas, ouais, il me l'avait dit pour cette soupape. Il me l'avait dit que lui, il la montrait pas. Une fois de plus, on va faire une erreur parce que, une fois de plus, je vais prendre une décision de youtubeur, c'est-à-dire choisir le temps par rapport à prendre une bonne décision. En gros, j'ai reçu le joint de culasse. J'ai racheté un joint de culasse d'origine, épaisseur d'origine, enfin, je vais dire en Victor Reigns parce que c'est quali. Mais avant, j'avais un joint de culasse Cometic, plus épais. Celui-là fait 0,67 et celui-là fait 1,5. Donc, on est à quasiment le double de l'épaisseur
pour descendre un petit peu le taux de compression. Parce que ce moteur, d'origine, il a un taux de compression de 10,5. C'est énorme. Et en plus, on a enlevé de la matière sur les plans de joint. Donc, j'ai utilisé ça pour décomprimer un petit peu et taper dans, voilà, on va dire dans les 10 de RV, tu vois. Entre 9,5 et 10, c'est un chiffre d'or un peu pour les moteurs modernes, préparés, avec une bonne gestion à l'éthanol, tu vois. Parce que bon, on n'est plus en 1970, hein, on n'a plus besoin de faire des RV de 7, comme font encore certaines personnes, dont moi sur la Fista, parce que je n'avais pas le choix. Mais là où je veux en venir, c'est que j'aurai un RV qui va déclencher des guerres mondiales. Là, je vais être à genre entre 10,5 et 11 de rapport volumétrique. Ce joint de culasse, il est arrivé en 2 jours. Le Cometic, si je le rachetais, il met entre 1 et 2 mois avec un délai incertain. Donc voilà, je prends le risque pour la science et si on casse, eh ben, on connaîtra les limites des rapports volumétriques à l'éthanol et on aura fait avancer la science. Tracing lines on the walls of stone, the silent scream that I have always known. This apathy, it clings like dust, a broken solitary trust. I need the pressure to ignite, to shatter this internal night. Just breathe a word, just strike the match before my soul is lost beneath. Bien sûr, comme après chaque moteur que je remonte, je fais des cauchemars pendant environ 2 à 3 jours. Et je rêve de tous les trucs que j'ai oublié de serrer, que j'ai oublié de mettre, que ah putain, est-ce que ça je l'ai mis au couple? Ah putain, le goujon arrière gauche, est-ce que je l'ai... Vas-y, tu sais quoi? Faut y croire. Honda, c'est fiable. Et je remets en place le kit que j'avais pris chez PMC Motorsport. Je crois que c'est un Polonais. Pour le coup, je craignais que, tu vois, qu'il y ait des problèmes d'alignement, qu'il y ait des choses qui liment, tu sais, que ça touche à certains endroits, j'en sais rien, tu vois, je me méfiais. Et bah franchement, plug and play le machin. Donc le kit PMC là, c'est le moins cher du marché. Et chez PMC, ils ont énormément de kits pour tout type de moteur. Ça monte nickel. Avant de me péter le dos à soulever genre 90 kg de boîte, je veux pas le faire 10 000 fois, donc j'ai changé le joint spi de boîte ici. J'ai repris une référence Corteco, voilà. Oh, allez, c'est reparti. Rien que le convertisseur, il pèse un âne mort. Je rigole au nez de ceux qui parlent de volant allégé parce que là, j'ai un volant extrêmement alourdi. Alors là, il y a 3 clics. Il faut entendre 3 clics en fait. 2e clic, 3e clic, c'est bon. Il faut le branlicoter légèrement jusqu'à l'enfoncer jusqu'au bout, voilà. Titre. J'ai pas envie, mais qu'est-ce que j'ai pas envie? Oh. So big, daddy.
Permettez-moi de vous présenter mes nouveaux goosies. Alors vous voyez ça, c'est la meilleure copine à Pompounet qui a eu 3 petits poussins. Donc dites bonjour à la nouvelle génération. J'ai hâte de les voir grandir pour compenser les pertes. Parce que du coup, Pompounet il est mort. Le petit coq, il est mort du jour au lendemain. Ouais. Quand la vie décide de te tester, elle te teste. Voilà. Donc, magnifique petit piou. Regardez ses yeux, on dirait un raton. C'est un Pompounet raton. J'adore, il est trop gousy. Oh, petit Pompounet. Mouillou, petit pompon. Allez, où ce petit pompon? Première victoire, ça craque au quart, mais ça, c'est juste les joies de Max Sécu. Extrêmement frustrant, par contre, de devoir remplir tous les circuits de fluide. J'ai mis des taches partout. J'ai salopé ma dalle, mais 40 fois. Je pense que j'ai sincèrement passé plus de temps à nettoyer ma dalle que de démonter et remonter la voiture. Vraiment, j'ai atomisé le Jason des rouleaux et j'ai passé mon temps à laver des flaques d'huile au nettoyant frein. On va pas se le cacher, la première chose que j'ai faite une fois que la voiture a été remontée, c'est d'aller me satelliser sur piste, bien évidemment. Donc je me suis coupé les cheveux parce qu'à chaque fois que je passe un cap et que je réussis à faire quelque chose, je me coupe les cheveux, tu vois. Est-ce qu'on a résolu les problèmes? Le problème de fumer, on va commencer par ça, elle fumait à la mort. Et maintenant, elle ne fume plus. Je sais pas vous dire pourquoi. Elle ne fume plus. J'ai rien trouvé dans le moteur qui faisait qu'elle fumait avant, à part la soupape de merde. Alors à mon avis, cette putain de soupape de merde, elle devait faire ça et cracher de l'huile, j'en sais rien. Mais en tout cas, la soupape est changée, ça fume plus. Voilà, on va pas chercher plus loin, ça marche. Deuxième problème, c'était le souci de la pression d'huile. De toute façon, vous l'avez compris, si j'ai changé la pompe à huile tout à l'heure, c'est par acquis de conscience, pour éliminer une variable, pour être sûr que c'est pas ça. Mais concrètement, il n'y avait aucune raison de la changer, elle allait très bien et j'ai rien trouvé dans le blog qui expliquait des faibles pressions d'huile, à part les tolérances racing sur mes paliers. Donc, sans surprise, avec la pompe à huile neuve, aucune différence de pression. Mes pressions sont toujours basses. J'en ai eu marre de chercher des pannes imaginaires. Si ma pompe va bien, mon moteur va bien, c'est peut-être que tout le monde va bien, en fait. Peut-être qu'il n'y a pas de problème. Et concrètement, mes pressions, elles étaient basses, oui, mais elles n'étaient pas scandaleuses. Elles étaient dans la limite basse des tolérances constructeurs. Donc, en soi, ça veut tout simplement dire que mon huile, elle est trop fluide. Je me fie à mes chiffres et mes tolérances pour affirmer que je peux me permettre de mettre de la 1060. Et devinez quoi, avec la 1060 qu'ils utilisent chez Le Mans et tout ça, aux 24 heures et qui est en compétition et tout ça, et c'est nickel. La fumée, on a dit qu'il n'y en avait plus. La pression d'huile qu'on cherchait midi à 14h, en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut mettre une huile plus adaptée. Et ensuite, on passe aux pertes de transmission. Alors ça, gros souci, mais il s'avère que c'était rien non plus. En fait, quand on a sorti le moteur avec Daddy, on a enlevé l'arbre et tout, on a fait tourner le différentiel. Je me suis dit, c'est peut-être le diff, tu vois. On a fait tourner les roues, machin. Il y a pas de souci, tout était nickel, c'était pas aberrant. Alors oui, il est un peu dur, mais je veux dire, comme un énorme différentiel de camion, c'est normal qu'il soit, voilà. Mais ça expliquerait pas toutes les pertes qu'on avait. Et j'ai ensuite regardé les logs de ce qui se passait quand Julien mettait au neutre la boîte. J'ai parlé avec un abonné aussi qui a bossé sur ces boîtes de vitesse et il m'a dit qu'en fait sur les 8 HP, il n'y a pas vraiment de point neutre, il n'y a pas de N. Le N, c'est pas un N, tu vois. Donc, j'ai regardé les pressions d'huile et il s'avère que quand on mettait au neutre, ça tombait pas à zéro. En fait, la boîte, elle faisait des trucs bizarres, elle travaillait, elle faisait sa sauce. Donc, sur ces boîtes, quand tu passes au banc et que tu essayes de mesurer les pertes à la décelle, il faut mettre ce qu'on appelle le dyno mode. Il faut que la boîte, elle se désactive avec les embrayages et tout ça. Donc, il n'y avait pas ça. Et donc, on a mesuré des pertes en roue libre alors qu'on n'était pas en roue libre. Donc, c'est normal que la boîte, elle faisait n'importe quoi, en fait. J'ai complètement craqué mon slip et j'ai acheté l'outil pour craquer les 8 HP. Ça m'est revenu moins cher de l'avoir et de l'acheter une fois que de l'emprunter. Donc, sachez que maintenant, si vous avez des flashs à faire, il y a un mec dans le 42.
perché dans la campagne qui a cet outil. Voilà, vous me contacterez si vous avez besoin. En tout cas, là où je veux en venir, c'est que j'ai pu flasher la dernière version qui me donne un pilotage complet des embrayages de la boîte. En fait, ce qu'il faut bien comprendre sur cette boîte de vitesse, parce qu'il y a encore des gens qui me disent « Ouais, mais c'est une boîte auto avec un convertisseur de couple, c'est normal que tu aies des pertes, les convertisseurs de couple, c'est de la merde. » Non, en fait, tous les constructeurs de supercars de cette planète, ils se les arrachent sur les Dodge L4, sur toutes les Challenger, toutes les Jaguar, les Aston Martin, les Chrysler, tous les constructeurs, ils se les arrachent parce que c'est la meilleure boîte auto qui soit. Le convertisseur de couple, en fait, il sert entre 0 et 1500 tours. Donc, il sert tout simplement à apporter du confort sur les bas régimes. Mais cette boîte, c'est une DSG, en fait. Mais c'est vrai que ça, je ne l'ai jamais vraiment expliqué. Tu vois, là, cette partie ici, c'est la partie convertisseur de couple. Mais ça sert juste pour avoir le confort d'un CVT lorsque tu pars d'un stop tranquillement, quoi. Mais là, cette partie, tu vois là, ben, c'est en fait des putains d'embrayages de moto. Là, au-dessus de 1500, ce truc, il verrouille. Donc, tu n'as plus de perte de convertisseur dans l'huile. Là, c'est une transmission directe, en fait, grâce aux embrayages qui ont verrouillé, qui ont fermé. Et du coup, cette boîte, elle a quasiment le rendement et l'efficacité d'une DSG, mais avec un confort supplémentaire pour la partie bas régime et cruise grâce au convertisseur qui te sert aussi pour le drag race parce qu'en fait ce convertisseur te permet de brake boost, de charger le turbo là-dedans avant de verrouiller et de partir. Ces boîtes ne valent rien vu qu'elles ne cassent pas, donc en fait elles sont partout dans les casses et puis quasiment personne ne sait les piloter, donc elles sont là, elles attendent que quelqu'un les achète, mais vous inquiétez pas, la mode arrive. Et les Australiens et les Américains, ils les importent toutes. Là déjà d'Europe, ils vident les stocks. Donc ouais, va falloir s'y mettre. Parce que ces boîtes-là chez nous, t'en trouves à 400 balles. Alors là, la question... c'est est-ce que le convertisseur il met un ralenti qui est meilleur? Est-ce que je me suis fait chier à changer? Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'avant? Je suis dégoûté, c'est exactement pareil. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Parce qu'en fait, là tu vois, quand je me mets en drive, ça met un petit à-coup déjà. Tu vois là, si je freine, je passe le mode drive ou marche arrière, peu importe. Je lâche, et ben mon ralenti, c'est 100 tours, tu vois, c'est de la grosse merde et la voiture s'attend à la caler, c'est vraiment désagréable. Mais voilà, c'est ouais, apparemment, peu importe ce que tu fais avec ton convertisseur, le machin il va mordre beaucoup trop tôt. C'est là que je me dis que j'ai bien fait de pas faire la V2 maintenant tout de suite parce que j'aurais été vraiment dégoûté. Là, on est encore dans la phase déverminage, amélioration et modification. Pour être totalement honnête et pas faire le rageux, la vérité c'est que ce convertisseur que j'ai mis est quand même mieux que celui d'avant. Non seulement parce qu'il me permet d'avoir 50 tours de ralenti en plus à peu près, c'est mieux que rien. Et il me permet aussi d'avoir un trans-brake qui est plus haut dans les tours. Et en plus, les shifts, les passages de rapport sont plus rapides avec ce convertisseur. Vu qu'il est plus léger, et ben, il a moins d'inertie et donc les passages de rapport sont plus rapides. Donc, j'ai pas fait tout ça pour rien, mais mine de rien, je suis quand même très frustré. Au moins maintenant, je suis fixé. Je sais que dans la V2, quand je sors le moteur pour tout reforger, version définitive, on va découper le convertisseur, l'ouvrir, sortir les rotors, les modifier, remonter pour augmenter, en fait, diminuer la friction interne des pales dedans. Ça va être très compliqué. Néanmoins, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que j'ai le contrôle complet des embrayages grâce à la nouvelle version que j'ai flashée. Donc, en fait, je peux passer outre le convertisseur et utiliser les embrayages. C'est-à-dire que quand je m'arrête, la boîte débraye. Quand je repars, la boîte réembraye avec une rampe pour pas claquer. Voilà, donc en soi, j'utilise ça maintenant et c'est totalement utilisable. Mais c'est pas aussi confortable que dans un véhicule sorti d'usine en 2020, tu vois. Et je sais que cette boîte, elle me le permet. Et le fait de ne pas pouvoir atteindre juste à cause de ce convertisseur de couple, qui n'est pas adapté à mon setup, et ben ça me frustre. Mais bon, on corrigera ça dans la V2 et dans tous les cas, là le setup actuel
faut dire les choses comme elles sont. C'est mieux que n'importe quelle boîte manuelle avec embrayage renforcé de la planète, tout simplement. Donc c'est quand même très très bien, mais il manque un petit quelque chose pour rendre ça parfait, tu vois. Parlons maintenant d'une fonction incroyable qui va être très nouvelle pour vous, je pense, le Transbrake. Petits essais de Transbrake. Alors le concept du Transbrake, c'est on se met sur le frein, on se met en drive, on tire le shifter, on appuie sur le frein, on accélère en même temps. Voilà, là on charge, on relâche le frein, la voiture elle avance plus parce qu'elle est bloquée. Et ensuite on lâche. Voilà, on va essayer la même chose, mais un peu plus violent. Donc là je me mets en drive, drag mode, je tire. J'avais rien en boost. Ça a chargé quand t'as lâché quoi. Merde. Bon, on refait un essai. Je tire le shifter, j'accélère, je lâche le frein, piétole. Passage de roue, on va peut-être changer, je pense. Peut-être faut que je trouve un moyen de régler un anti-lag ou un truc pour que ça parte plus fort. Moi, c'est une fonction qui me fait beaucoup rire et qui me fascine. C'est pas connu en France, personne connaît ça. En France, on utilise des launch control, mais c'est super violent sur le moteur. Non seulement tu pop and bang, tu te déglingues le turbo, mais en plus, tu sais, ton moteur, il est quasi rupteur et tu claques l'embrayage. Donc le moteur, en fait, il se prend un coup de bélier dans la gueule et tu tords les bielles, tu tords tout, en fait. Alors que là, le Transbrake, t'as pas de pic qui part dans le moteur. Le moteur, lui, il est chargé dans le convertisseur, comme quand tu charges un élastique et après tu lâches l'énergie. Mais par contre, quand tu lâches la sauce, ça déglingue ton pont, ça déglingue l'arbre de transmission et les cardans. Tout ce qui est derrière le moteur, ça le fracasse si c'est pas bien dimensionné. Moi, je m'inquiète pas trop parce que le problème, toujours le même. Le convertisseur est plus fort que mon moteur. C'est-à-dire que c'est lui qui décide du régime. Donc même si je suis piétole, le convertisseur, il freine le moteur à 2700 tours quand je suis piétole. 2700 tours, ça me fait partir assez doucement. T'as vu, ça partait pas trop en burn. Elle squattait la voiture, mais voilà, elle patine vite fait et après elle grippe direct. J'ai que 0,2 bar au lunch. C'est pas incroyable, mais la vérité, est-ce qu'on a besoin de plus? Ça sert à quoi de partir en burn? C'est marrant, franchement c'est drôle, ça fait du spectacle. Mais c'est violent pour rien, pour la mécanique et c'est méchant pour moi parce que je perdrai le contrôle du véhicule. Je réserve ça pour le Mosquito et on va essayer de pas tout casser. Une autre très bonne surprise que j'ai eue avec ce setup, c'est qu'il n'y a pas de lag en fait. Et grâce à cette boîte, peu importe dans quelle vitesse tu te trouves, dès que tu mets piétole, la boîte elle saute autant de rapports qu'il faut, elle calcule tout seul. Et genre là tout à l'heure dans le clip, j'ai mis piétole à 60 km/h, j'étais en 7e. La boîte elle a fait piétole, ok 7, 4. Elle a sauté 3 rapports et c'est parti direct. J'ai même pas besoin de mettre du rolling anti-lag ou quoi que ce soit à préparer, faire de la logistique. Tu t'alignes avec un gars, tu mets piétole, c'est piétole. Il n'y a pas de question à se poser. Et c'est un goût qui est totalement personnel. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les setups turbo qui chargent tard pour avoir rien et d'un coup avoir le coup de pied au cul. Alors là, il y a le coup de pied au cul, mais tu l'attends pas en fait. Peu importe où tu te trouves sur la plage, vu que le turbo est super adapté au setup, à partir de 3500 tours, il s'en bat les couilles. Le truc, il est chargé. Ça fait pas de bruit, mais ça avance. D'ailleurs, je pense que ça varie à mort. Oh, en plus, je l'ai buté derrière. Est-ce que c'est rassurant si je te dis un bruit de, je sais pas, d'arbre de transmission qui frotte la carrosserie? Bah non, c'est pas rassurant. Je sais pas, ça gratte. Un gratte comme un truc qui tombe, tu vois. Ah mon dieu, je suis gros. C'est ça la tasse. Elle a repris 5 cm à l'arrière. Pour faire mal à une voiture, il faut faire durer la douleur.
C'est-à-dire, on va aller sur piste. On a rendez-vous à Lurcy-Lévis avec le Gentleman Drivers. Donc c'est un track day, c'est pas du drag race ni rien, c'est juste du track day, mais qui va faire super mal à la voiture parce qu'il fera 40 degrés dehors et toutes les températures, la voiture elle va prendre cher. La voiture était prête, j'étais trop chaud, mais ça a été annulé. C'est la faute à personne, c'est les préfectures là avec ces chaleurs, ils annulent tous les événements. Mais du coup, j'ai rien à faire, donc je vais aller chez Daddy pour me changer les idées. On va bosser sur sa voiture un petit peu, histoire de... Ça fait du bien des fois de temps en temps. Le plan, vu qu'on est encore à la fraîche, c'est qu'on va installer ça là. Là, se voit. Ah, oui, donc Ouais. on tombe le tableau de bord et on fait la modification. Bah, je sais pas s'il faut tomber le tableau de bord vu qu'on a enlevé le bloc, j'en sais rien. J'ai pas vu énormément de retours Moi, je suis dessus. skinny boy, hein, en général, j'arrive à les passer sans, avec mon branliquet Ford que j'ai pas. D'accord, ok. T'as pas de Ouais. branliquet? J'ai pas de branliquet Ford, mais j'ai des bons trucs de chez Sam, donc ça devrait le faire. Donc ouais, ça sera installer les 2 pédales et mettre cylindre d'embrayage. Normalement, ça se met en lieu et place. Ok, ça fait pitié, putain, ce vieux plastique de merde, ça n'inspire pas confiance. Bon, écoute, le truc il a tenu, il tiendra. Hein. Et on va peut-être essayer de mettre le levier de vitesse aussi, Ouais. par en dessous. Il est plutôt... On attaque dans la voiture et niveau moteur, t'en as où? Niveau moteur, j'ai fait l'assemblage à blanc là avec bielle et piston dans le bloc là. T'as récupéré la culasse chez le Maxence, le plus maxi chaud. Ouais, Ah, c'est beau, hein, ce que t'as fait. ouais, rectif siège, rectif portée de soupape, surfaçage. T'as des bougies d'aviateur ou quoi? Ouais, non, parce que j'ai pris les rapports volumétriques là pour être sûr que ça allait bien. Et ça c'est le bloc, ouais. Donc j'ai fait le montage à blanc avec bielle et piston pour voir si ça passait. Donc là, tu fais un petit Frankenstein. Ça, c'est des pistons de quoi, du coup? C'est quoi l'histoire? J'ai Que pas... tu nous bang bang, là. Ça, comme je disais, c'est des pistons normalement de 850 T5 ou T5 Airwear, enfin bref, c'est tous les mêmes de toute façon. Ça, c'est un 2 litres que tu strokes en 2 litres. 2 litres 3. Parce que tu t'es fait baiser. Exactement. Avec un 2 litres. On était censé avoir un 2 litres 3, il y en a eu un 2 litres. Donc tu le dérostroke, genre. Je le restroke, ouais. Et avec un vilebrequin en course 90, du coup. Ok, et t'as polish ton petit vélo. Je suis en train, là. Venture. Tu le vis bien d'avoir un tour. En vrai, il est cool, hein. Regarde, c'est magnifique. Ah ouais. Waouh. Je viendrai chez toi pour usiner. Regarde, pression de ville nickel. Ça arrive jamais sur les casse-neuves, ça. Et aucun casse-neuve où tu vois ça. Le vélo, ça m'a été offert par un abonné. Le mec a été cool, il me l'a envoyé contre bon soin. Une 850 qui avait tarté il y a peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années, j'en sais rien. Non, j'ai bien soigné. Bon, le truc a 450 000 km, en vrai, il est pas mal. 9. Regarde, elle va bien. Et là, t'as tes vitesses. Et là, t'as les dégâts. Pas mal, hein. Avec le moteur de la casse, ouais, ça va bien. Une fois qu'elle sera finie. Le flange de l'autre. Bon. Passer autour. C'est la mécanique qu'on aime. Ah oui. Ouais, les fins de course, elles marchent, là. Je les ai testées. Oh bah pour le prix, tu vas pas t'en plaindre. Bah, gratos, ça m'a coûté... 100 balles, hein. Le moteur, il m'a coûté 1 litre de Ricard. Il y a pour 60 balles de peinture et 40 balles de roulement. Ouais. Donc ça va, c'est honnête. Les petites pièces tuning de chez Gaia Performance Shop. Le Durasex Daddy. Alors de tête, normalement il y a une plaque pour le mètre cylindre d'embrayage qui doit arriver, en fait que t'enlèves, tu vois, qui doit être par là. Je sais pas, vois ton affaire. Ok. Je vais te mettre un petit... Ah donc moi tu me laisses la partie chiante, ok super. Non, on va y faire à deux, genre je te soutiens et tu le fais quoi. D'accord, ok comme ma meuf quoi grosso modo. Tu veux que je te soutienne comme ta meuf? Il veut quoi Froufrou? La pussy. Écoute, pour le moment, là, a priori, c'est mieux monté que du Ford, hein. Franchement, t'as de la place. Moi, je dis que c'est jouable. Des vis en haut, elles sont accessibles. Ça pas... Écoute, si je l'ai fait sur une Fiesta et une Syrah, je pense que ça va le faire. Projet à 5000 balles et je le freine pas. Ah, c'est ça, être foncièrement mauvais. Ouais.
c'est dire à tes copains qui partent en couille, leur dire non, c'est bien. Vas-y. Je lui ai pas dit que c'était une mauvaise idée. Cours rattraper tes rêves. Je disais, non, mais tu sais, l'éducation des gamins, ça reste accessoire quand même. Et t'as vraiment besoin de leur prévoir pour des études secondaires. J'ai bien fait de faire mes exercices de Kegel ce matin. Ah putain, Pourquoi tous les projets sur lesquels je bosse, c'est toujours la même chose? Parce qu'on achète que des caisses de merde. Non, elle est trop bien ta caisse. En vrai, c'est réputé pour bien se bricoler. Là, mon seul problème, c'est que toi, tes outils, c'est de la merde. Non, mes outils sont bien. Mec, t'as même pas de douille à rallonge. Comment tu veux que j'aille Mais j'ai des douilles à rallonge, tu les as juste pas prises en fait. Oui. Tu veux quoi comme taille? Bah, rien, j'ai la flemme de ressortir. Ah, donc ça voilà. me fait mal au dos. T'es juste mauvais. Et là, ça se trouve, ça sera du 13. Me casser les couilles. Et tu m'as filé un quart, mais putain, mais il me faut une rallonge en 1/2 pouce, mais ça existe pas les 1 quart. Pourquoi tu me files ça? Tu veux une rallonge 1 quart dessus? Non, je veux une 1/2. Je t'ai fait un montage du futur. Oh, c'est télescopique. T'entends le petit bruit de la fontaine qui détend? Oui, c'est très feng shui. Je t'en ferai une si tu veux. Bon, en dessous, c'est difficilement filmable, mais j'y ai dégagé l'ancienne pédale de frein dans des positions obscènes. Donc ça, c'est l'ancienne, et nous, on va mettre donc le pédale embrayage et frein. On va pas essayer de pas être con et mettre le master d'embrayage avant de mettre le pédalier si on va faire tout sortir. Il y a une règle fondamentale en mécanique, c'est faut jamais trop s'habituer à ce que ça se passe bien. Tu vois, le maître cylindre d'embrayage, il est là, genre derrière ce putain de master vac. Donc concrètement, bah, c'est impossible. En fait, je crois qu'il faut tomber le master vac. Je vais essayer de faire sauter le levier de vitesse là. Pour mettre un manuel. Manuel. Il faut que j'arrive à faire sauter ces trucs là. Oh, calm down. Mon nouveau boulot. Et voilà, une colonne vertébrale en moins, mais un pédalier manuel installé avec le shifter. Bim bim, clic clic, bang bang. Waouh! Du coup, je me suis énervé et j'ai acheté un Draghi. Pour ceux qui connaissent pas le Draghi, c'est l'outil des grands garçons. Quand on a une voiture très tunée, pour voir si les modifications aident ou pas, bah c'est le seul outil valable parce que ça te chronomètre avec une grande précision tes temps, tout simplement, en conditions réelles. Comment vous dire que j'ai eu des petites surprises? J'ai remarqué que la voiture, en fait, c'était vraiment un avion. Tu sais pas tant que tu compares pas. Mais là, petite carto à 0,8 bar à peine. Donc il y a 400 chevaux à tout casser, même pas peut-être, tu vois. Quasi 11 de rapport volumétrique, les pneus qui patinent et le goudron très nul. Je vous donne mon pire temps, du 0 à 100 pour teaser. 4 secondes 45 au 0 à 100. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas bon, c'est pas une Tesla modèle S ou je sais quoi, mais je savais pas que c'était possible d'avoir une voiture aussi efficace avec aussi peu de chevaux, entre guillemets. Je vous donnerai pas les 100 à 200, je vous donnerai pas non plus le temps au quarter mile. Elle n'est pas dans les 10, mais vous verrez la suite au drag race. Pour ceux qui veulent voir la voiture, voir les courses, voir si je me fais toujours ouvrir en deux par des Golf VR6 Quattro. Je pense que oui, parce qu'il n'y a rien qui marche aussi fort qu'un Quattro. Même ce setup-là, non, il ne peut pas rivaliser contre les Alsaciens, à mon avis. Mais, sur un malentendu, on ne sait jamais. Voilà, je vous dis à très bientôt, le 11 et 12 juillet à Saulieu. Ciao! Alors, petit incident. Pour ne pas dire énorme incident. Alors bon, forcément, là, j'étais à côté de ma maison. Hein. Je faisais un essai de transbreak. Évidemment, j'ai pas été con à faire des trucs sur la route ou quoi. Démarrage de transbreak, là-bas. Transbreak qui transbreak beaucoup plus fort que prévu. Qu'est-ce que je vous disais à l'écran tout à l'heure. La 1 est passée, dérapage. La 2 est passée, c'est déporté. Perdu le grip dans la terre. Satellisation.
Arrivé comme ça, les roues arrière elles ont sauté et c'est incrusté dans le là-bas. Retourné, bim. Épave. Oh putain, comment j'ai merdé. Comment j'ai merdé, putain! Sincèrement, je pense la prépa et moi là, on va faire une petite pause. On a pris le temps de tout examiner. Plus on regarde, plus la voiture elle est épave. En fait, le châssis est mort. Là, le longeron, il s'est tordu comme ça, il s'est levé. Celui-là, il s'est complètement décalé par là-bas. C'est là que tu vois à quel point tout a bougé. Là, c'est plié, là, c'est plié. Le pare-choc, il est là. Voilà, je vous laisse admirer le chef-d'œuvre. Et le pire, c'est que en fait, le berceau qui tient le moteur, il s'est décalé avec les longerons qui se sont décalés. Donc en fait, le moteur maintenant, au lieu d'être droit dans la baie, il est comme ça. Et ça, t'as beau faire ce que tu veux, tu ne la rattraperas jamais. Je connais des gars qui en joueraient, qui en jubileraient en mode ouais, ah, regarde, accident, j'ai plié ma caisse. Fait mettre ça en titre. Non. Non, je suis dévasté, putain. Je vais jouer la carte de l'honnêteté. Pour le Mosquito, je vais y aller. Je me suis engagé. J'ai dit que j'irai. Il y a des abonnés qui vont venir. Donc, je vais ramener la voiture. Mais je garantis pas qu'elle roulera. Sincèrement, prendre 200 km/h avec un châssis épave, les longerons tordus, c'est pas une bonne idée. En soi, le moteur, il tourne. Mais l'alignement même du moteur qui s'est décalé, c'est une putain de catastrophe, en fait. Là, c'est irrattrapable. Donc, ouais, je viens de plier mon plus beau projet. Je viens de plier mon joyau, en fait. J'ai pas pu avoir de banc, tu vois, parce que les bancs, faut les prendre bien en avance et il faut que les gars, ils aient le temps. Et je voulais que le transbrake et tout marche aux petits oignons, tu vois. Que ça parte fort et tout ça. Et ouais, j'ai réussi à le faire marcher, le transbrake. Trop fort. Et j'ai perdu le contrôle. Ça me pendait au nez. Si ce qui vient de se passer, c'était le destin, et c'est le fait que, on va pas se mentir, je maîtrisais pas une voiture en propulsion, tout simplement. J'ai pas su la rattraper. Et vaut mieux que je plie ça en face de chez moi, dans le fossé, dans la butte, plutôt que je jarponne quelqu'un sur la piste au drag ou que je me satellise quoi sur la piste. C'est ma plus grosse leçon de vie parce que c'est mon premier accident. Et voilà, physiquement j'ai rien, mais psychologiquement là je suis dévasté. Donc je vais tout faire pour essayer de la redresser. Je vais tout faire pour essayer. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Elle sera là au Mosquito. Je serai là au Mosquito avec un stand et tout ça. Mais j'ai tout gâché. Je voulais faire un truc bien et j'ai merdé. On se dit tous que ça n'arrive qu'aux autres. Je voulais moi aussi pour le défi technique mettre 500 chevaux sur un train arrière. Mais on n'en parle pas assez. Ces chevaux-là, il faut savoir les assumer. Voilà. Désolé les gars, je me suis déçu moi énormément et je vais vous décevoir vous parce que j'ai pas les mots mais vous avez compris. On se retrouve au Mosquito dans une semaine. Je vais faire tout mon possible et à la prochaine.